Merci pour l'invitation, merci à la Ligue aussi. Je suis désolée un peu pour ma voix, c'est pas le singer polype, c'est juste un rhume. Donc on va changer complètement de registre, peut-être un peu moins drôle, mais un peu moins triste aussi. On parle de nouveau du cancer du sein, et est-ce qu'on devrait tendre vers un dépistage plus individualisé du cancer du sein? Donc je vous délivre ici un modèle dont on a déjà parlé avec le topo précédent, qui est le modèle du futur de la prévention, qui est une prévention 4P, probablement une forme d'interception. Le concept actuel, c'est que malheureusement, quand on a affaire à des cancers très avancés avec des métastases, nos progrès sont vraiment mineurs ou très lents dans les 20-30 dernières années. Et notre probabilité qu'on soit capable dans le futur de guérir la plupart des gens qui ont un cancer très avancé et métastatique est relativement faible, en tout cas un futur à l'horizon de nos vies, on va dire. Et donc l'idée, c'est d'aller de plus en plus tôt vers un diagnostic précoce et éventuellement une intervention qui pourrait être même avant le diagnostic officiel. Et donc ce concept-là, c'est l'interception. C'est le modèle Minority Report, c'est-à-dire aller tuer la maladie avant qu'elle ne vous fasse mal. Donc c'est le même modèle que l'HPV, on va tuer le virus, sauf que pour l'HPV, on connaît le facteur en cause, on sait quel cancer il va donner. Effectivement, on a une vaccination, malheureusement, on n'a pas tant de modèles identiques à celui-là. Évidemment, on a aussi évité le danger, comme arrêter de fumer, et ça n'a pas l'air si simple à l'échelle d'une population d'arrêter de fumer. Il y a sûrement des choses qui font qu'on fume et que c'est utile à un certain nombre d'entre nous qu'on devrait modifier. Bref, notre concept d'interception des cancers, ça veut dire à la fois les dépister plus tôt, mais potentiellement, au moment où on les dépiste, s'ils sont à un stade très très précoce, même infraclinique, même infra-imagerie, être capable de les traiter avant qu'ils ne surviennent dans le futur. Donc encore une fois, une sorte de modèle HPV, mais pour d'autres cancers. Donc pour ça, la médecine 4P, c'est une médecine qui fait la prédiction. On prédit, et ça c'est difficile d'un point de vue sociétal, humain, rentrer un syndrome de Cassandre dans notre vie de tous les jours et dans la prise en charge de la santé des personnes. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a une notion globale qui est on est en bonne santé ou on est malade, et si on est à risque, on ne sait plus trop dans quelle catégorie on se trouve. Donc c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, à communiquer. Néanmoins, on a appris à communiquer ça grâce à la génétique, grâce à l'identification de personnes à très haut risque génétique qui ne sont pas des personnes malades, qui sont des personnes bien portantes mais à risque, et chez qui on va proposer des interventions pour empêcher qu'elles deviennent malades. Donc c'est quelque chose qui commence à être acceptable dans notre société. Donc prédiction, prévention, personnalisation, et le 4e P, c'est la participation qui est cruciale. Et c'est un des grands enjeux de notre médecine actuelle, c'est-à-dire qu'on a une vraie problématique actuellement, c'est qu'on est souvent capable de développer une médecine ultra technologique, très smart, avec des mots incompréhensibles pour tout le monde, que certains médecins, des petits groupes de médecins et de scientifiques connaissent bien, mais qui sont assez difficiles à communiquer à tout le monde et qui finalement font souvent relativement peur. Donc on a un vrai enjeu qui est être capable de développer et de produire une médecine qui soit une médecine qui soit là pour les personnes, qui soit faite également par les personnes, qui éventuellement se transmettent de personne à personne. Et peut-être que dans ce sens-là, les colloques du samedi après-midi de la Ligue, ça a un vrai sens, c'est-à-dire on parle de personne à personne et on est là pour discuter entre nous d'expériences, etc. Bref, donc on veut identifier les personnes qui nécessiteraient une intervention ou plus d'interventions, amener les thérapies de précision vers la prévention pour guérir plus tôt, avant que les cancers ne deviennent graves, et accompagner ces évolutions. En fait, on a besoin de l'ensemble de la société pour ça. Alors, on va se reconcentrer sur le dépistage du cancer du sein. Un dépistage en santé publique, la notion selon l'OMS, c'est que pour être utile, il faut qu'il soit à la fois nécessaire et efficient. Nécessaire, il faut que la maladie soit très fréquente, que ça soit une maladie grave, parce que dépister le rhume, ça n'a aucun intérêt, que les traitements soient lourds, coûteux, et coûteux pas forcément en termes de prix, mais coûteux en termes de ce que ça coûte à la personne de recevoir des traitements de chimiothérapie, d'avoir une mastectomie par exemple, et que les thérapeutiques aient un index thérapeutique médiocre. C'est assez le cas dans le cancer du sein, c'est une maladie fréquente, grave, il y a encore 20% des personnes qui en meurent, et nos traitements, on ne va pas dire qu'ils sont gentils, on fait quand même encore beaucoup de chimiothérapies qui sont très lourdes, même les traitements d'hormonothérapie pendant plusieurs années, c'est quand même franchement pas drôle, etc.
Et donc, deuxième point, il faut que le dépistage soit efficient, c'est-à-dire qu'il soit très sensible et très spécifique dans un monde idéal. C'est-à-dire que quand on dépiste, on soit sûr que ça soit un cancer et qu'on ne dépiste pas des cancers pas graves ou des lésions qui ne sont pas des cancers. Et donc, il faut qu'il y ait un bénéfice clair qui soit basé sur des preuves, donc des vraies études bien faites, etc. Et que le rapport bénéfice-risque soit favorable. Et actuellement, c'est la grande critique qui est faite contre le dépistage, ou certains dépistages, dont celui du cancer du sein. C'est globalement l'équilibre est plutôt en faveur, mais un petit peu moyen, on va dire. Et notre grand problème, c'est qu'on n'a pas progressé. Le dépistage du cancer du sein, il a été décrit dans les années 80. Les grandes études ont été faites dans les années 90. Et globalement, on a relativement peu progressé depuis. Et puis, dans certains cancers, on a des modèles très négatifs. Par exemple, dans le cancer de la prostate, quand on s'est mis à faire des PSA à tout le monde, ça a été dramatique. On a augmenté énormément l'incidence, les nouveaux cas de cancer de prostate. On est passé de 45 000 à 75 000 pratiquement. Et la mortalité n'a pas bougé d'un iota. On a arrêté de faire le PSA, on est redescendu à 48 000 cas par an. La mortalité ne bouge pas, voire tente à baisser, parce que en fait, on dépistait des tas de cancers qui n'auraient jamais embêté la personne. Donc certains cancers sont indolents. Dans le cancer du sein, c'est un peu le cas pour les carcinomes intracanalaires. Certains sont indolents, mais globalement, la plupart des cancers du sein sont quand même plus agressifs, on va dire. Bref, donc on est dans un rapport bénéfice-risque. Et aujourd'hui, les bénéfices du dépistage du cancer du sein sont connus, mais on l'a dit quand même un peu limités, mais ils existent, donc c'est incontournable pour l'instant. Bénéfices en survie spécifique, c'est-à-dire combien de décès par cancer on va éviter en faisant ce dépistage. Donc si tout le monde se dépiste selon ce qui est préconisé actuellement, donc une mammo tous les 2 ans à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, on évite 1 décès par cancer sur 5. Donc il y a une femme qui devait mourir qui ne va pas mourir. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup en même temps, on voudrait bien que ça soit beaucoup plus. Les stades de diagnostic sont plus limités. Ça veut dire qu'aussi nos traitements vont faire moins de dégâts, il y a moins de chimio, moins de mastectomie. Mais là aussi, l'impact est quand même un petit peu limité. Mais il existe, c'est incontournable. Personne aujourd'hui ne va dire, enfin si certaines, moi non, qu'il ne faut pas faire de dépistage à cause de ça. Et quels sont les risques ? Les risques, c'est que la sensibilité n'est pas parfaite, c'est-à-dire on rate quelques cancers. Il y a 15-17% des cancers qui sont des cancers d'intervalle, soit parce que la sensibilité n'est pas bonne, soit parce qu'ils grandissent plus vite que l'intervalle des cancers. Il y a des surdiagnostics, c'est-à-dire qu'on va identifier des cancers, comme pour la prostate, qui n'auraient jamais évolué. Donc pour les cancers intracanalaires, c'est probablement jusqu'à 40% qui sont des surdiagnostics. Pour les cancers infiltrants, on est autour de peut-être 10-15% maximum, avec les surtraitements qui vont avec. Et il y a ce qu'on appelle des faux positifs. Donc on fait une mammographie, on dépiste un truc, on dit « oh ça c'est suspect mais on ne sait pas trop ce que c'est, il faut faire une biopsie ». On fait une biopsie, c'est bénin, tout va bien, mais c'est quand même un truc qui est alarmant et ça provoque un petit choc psychologique parce qu'on a eu peur à un moment finalement pour rien. Et donc c'est probablement pas anodin comme on discutait tout à l'heure. Et puis aussi on fait beaucoup de rayons quand on fait de la mammographie tous les 2 ans. Donc il y a un petit risque mineur lié à ça. Voilà où on est. Donc le rapport est toujours en faveur du dépistage, mais il serait temps de réformer un peu le dépistage pour qu'il soit plus efficace et moins toxique, entre guillemets. Donc actuellement, le dépistage actuel, c'est les femmes de 50 à 74, on leur propose une mammo tous les 2 ans et une écho si elles ont les seins denses. On a identifié des personnes à très haut risque de cancer qui sont là, chez qui on fait en plus de l'IRM en gros, ou des mammos tous les ans, c'est une toute petite partie de la population très particulière. Et avant 50 ans, il n'y a pas de dépistage systématique, il y a un peu de dépistage individuel, alors que 22% des cancers du sein surviennent chez les femmes pratiquement un quart avant 50 ans, et qu'il y a quand même 40% de stades relativement avancés, donc c'est pas génial, quoi. Voilà où on en est. Et donc demain, dans un monde idéal, il faudrait faire les choses différemment, si on est capable de le faire, c'est-à-dire identifier des personnes qui sont à faible risque. Alors le faible risque, ça va pas être pour toute la vie. On va être capable probablement de projeter dans les années qui viennent. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a un sens, parce que vous donnez un risque au cours de la vie, ça n'a pas de sens pour les personnes. On sait qu'on est capable de se projeter au mieux dans les 5 ans qui viennent et de s'intéresser à ce qu'on va devenir dans les 5 ans. Au-delà, c'est très difficile pour le cerveau humain d'avoir une projection très au-delà. Et encore, je parle du cerveau humain des pays occidentaux.
qui est quand même très très projeté dans le futur. Donc risque faible, risque modéré, haut risque et très haut risque pour lesquels on pourrait proposer des attitudes relativement différentes. Et éventuellement, quand il y a un très haut risque vraiment particulier, proposer des nouvelles technologies de dépistage. Alors, juste rapidement, sur quoi repose le dépistage? C'est sur l'idée qu'en fait, une tumeur croît, il y a un moment, elle a un seuil de détection clinique quand elle atteint quand même un nombre de cellules qui est assez conséquent, c'est des modèles classiques, et elle peut assez rapidement devenir métastatique. Et donc l'idée de l'imagerie ou de la biologie de dépistage, c'est de trouver le cancer à un stade plus précoce, à un stade où il va avoir un risque moindre d'avoir développé des métastases. Donc globalement, on a vu, ça marche relativement. Le problème, c'est qu'en fait, on a des tumeurs relativement différentes. Il y en a qui grandissent très vite, il y en a qui grandissent très très lentement, les tumeurs relativement indolentes, et puis il y en a, c'est un peu entre les deux. Et donc, du coup, on va peut-être être relativement efficace sur les tumeurs C avec notre dépistage actuel. Sur les B, on va être dans du potentiel surdiagnostic. Et sur les A, on va pas être trop top parce qu'elles vont échapper entre deux mammographies. Donc l'idée pour l'instant d'un dépistage personnalisé, c'est avant tout d'adapter la fréquence de dépistage avec les mêmes outils. Ça, c'est une première étape. L'étape ultérieure, ça sera d'avoir des outils encore plus performants. Donc on adapte la fréquence. Par exemple, pour une personne qui serait à risque de faire un cancer A plus agressif, une mammographie annuelle aurait un vrai sens, ou une IRM en plus annuelle par exemple. Et par exemple pour quelqu'un qui serait à très bas risque et qui aurait essentiellement un risque de faire un cancer pas très méchant, parce que si on arrive à distinguer les deux, on ne va pas faire des mammos très fréquentes, on l'embêtera moins, on aura moins d'inconvénients avec les mêmes bénéfices potentiels. Et puis dernière chose, il faut adapter la sensibilité des examens pour les tumeurs A. Donc développer des outils plus sensibles. Donc pas forcément des nouveaux outils, mais réformer nos outils actuels. C'est l'exemple de la tomosynthèse, qui est la mammographie 3D, qui améliore un peu la sensibilité. Ou de l'IRM, qui l'améliore beaucoup. Le problème de l'IRM étant qu'en contrepartie, la spécificité est moins bonne et on a des tas de faux positifs avec l'IRM. Voilà. Et donc il serait bien de savoir qui a risque de cancer A. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Donc où est-ce qu'on en est en population générale, en dehors des très hauts risques, pour évaluer les risques? D'abord, dépister plus les personnes à haut risque. On a prouvé en génétique que ça marchait, mais c'est une situation, comme on a dit, très rare. En population générale, on a développé dans les 20-30 dernières années des scores d'évaluation des risques individuels de cancer du sein qui peuvent estimer, c'est pas un calcul exact, estimer le risque de développer un cancer du sein dans les 5 à 10 ans en population générale à partir de données de l'histoire personnelle et familiale. L'histoire familiale, ça compte toujours beaucoup, mais personnelle aussi, l'imprégnation hormonale, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu des biopsies, etc., etc. De l'analyse d'images, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en analysant les images de mammographie, c'est un champ qui se développe beaucoup, on est capable, à un temps donné, de voir si le sein a été exposé potentiellement à une génétique particulière, à des toxiques particuliers. Et à un temps donné, l'image aide à évaluer, à estimer avec les autres paramètres le risque dans les années qui suivent. Et puis, c'est développer l'analyse génétique de polymorphisme. Et donc les polymorphismes ne sont pas des gènes de prédisposition. Ce n'est pas un gène qui a une mutation, donc qui a un changement qui conduit à une protéine complètement anormale. Les polymorphismes, en fait, sont des variations de l'ADN qui induisent des protéines qui sont un peu modifiées, partiellement normales. Et donc un seul polymorphisme, on va voir, ne confère pas un risque majeur, mais une association de polymorphismes peut avoir un intérêt. Donc l'analyse des polymorphismes, c'est détecter d'une personne à l'autre par rapport aux gènes standards, on va dire, ou à l'ADN standard, parce que ça peut être en dehors des gènes, une variation d'un seul composant de l'ADN qui fait une petite modification de la protéine. C'est hyper fréquent. Une paire de bases de l'ADN sur 1000 change d'une personne à l'autre. Ces polymorphismes, c'est plus de 1% de la population à chaque fois. Et donc, on va pas rentrer dans les détails, mais en termes de boules de cristal, on s'est un peu amélioré et on est capable de faire des scores avec plein de polymorphismes et de les intégrer avec les autres facteurs de risque pour
être capable de mieux prédire dans les années qui suivent qui va avoir un cancer du sein. Et en particulier, donc on est capable de prédire pas mal sur les risques de cancer du sein avec des récepteurs hormonopositifs, ceux qui sont potentiellement un peu moins agressifs. Mais également, actuellement, il y a des polymorphismes qui prédisent pas mal le risque d'avoir un cancer du sein plus agressif, là, la tumeur A. Et donc, on peut intégrer tout ça. Voilà où on en est. Donc on a des modèles de risque actuels qui sont utilisables, mais il va falloir prouver que ça marche. C'est-à-dire que faire un dépistage basé sur le risque, ça a un sens, c'est faisable, c'est recevable par les personnes, que tout le monde adhère, que communiquer le risque, c'est faisable, etc. Globalement, de toutes les données qu'on a, en France, on a aussi conduit des études. On a fait une étude sur l'évaluation du risque par des médecins en ville sur 500 femmes. Globalement, l'impact socio-psychologique sont plutôt favorables. La plupart des femmes étaient assez satisfaites et adhéraient au modèle, enfin pas tout le monde, mais plus de 90%. Et le ratio coût-efficacité, le coût n'étant pas forcément financier, hein, toujours pareil, semble globalement favorable. Donc on a des chances qu'en faisant ça, on puisse faire mieux dans le futur, mais il faut le prouver. Et donc c'est l'idée de cette étude MyPEPS, dont on parle, dont Dominique m'a demandé de vous parler. En fait, on va avoir la première étude en Europe, financée par l'Union européenne et la France, qui comprend beaucoup de partenaires, qui vise à démontrer qu'un dépistage individualisé fait mieux, j'espère bien, que le dépistage standard. Donc on compare le standard à un dépistage individualisé. Donc on veut démontrer que ça réduit le risque d'avoir un cancer du sein avancé, mais que ça réduit les autres inconvénients du dépistage, les surdiagnostics, les faux positifs, etc. Et que l'impact et la recevabilité par les personnes est plutôt bon. C'est que c'est un mode de dépistage auquel les personnes adhéreraient potentiellement mieux que le dépistage actuel, auquel finalement moins de 50% des femmes se rendent actuellement. Et donc l'Union européenne nous demande avec ça de préparer les futures recommandations du dépistage. Et donc, on est tout un énorme groupe de chercheurs européens dans 7-8 pays même maintenant qui avons construit cette étude ensemble. Il y a des généticiens, des radiologues, des épidémiologistes, des sociologues, des psychologues, etc. etc. Donc on a construit l'étude et l'étude va commencer aux inclusions là, maintenant, fin avril, début mai au plus tard, j'espère, en 2019. Cette étude va proposer à 85 000 femmes, dont 20 000 femmes en France, de participer pendant les 4 années qui suivent. Ce sont des femmes de 40 à 70 ans. Avant 40 ans, on ne sait pas prédire les risques correctement, qui seront informées par des médecins. On leur proposera d'entrer dans l'étude et si elles sont d'accord, qu'elles sont éligibles, elles seront randomisées, tirées au sort par un ordinateur pour continuer leur dépistage standard dans les années qui viennent, pendant 4 ans, ou faire un dépistage stratifié sur le risque. Pour ça, il faut faire notre test de génotypage, c'est un test salivaire, et on les revoit au bout de 3 mois pour leur donner leur estimation de niveau de risque. C'est pas un risque ultra précis, c'est un niveau de risque et une sorte de catégorie qui est associée avec un programme spécifique et individualisé de dépistage dans les années qui suivent. Et donc à 4 ans, on va estimer l'incidence de cancer de stade 2 et plus. On n'est pas sur la survie spécifique, puisqu'il faudrait 300 000 personnes. On est sur les stades 2, parce que les stades 2, c'est un vrai sens. D'abord, c'est totalement associé à la survie spécifique. Et ensuite, les stades 2, ça veut dire plus de mastectomie, plus de chimio, plus de tout. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui, si effectivement il diminue, a un sens total pour le futur. Donc, on prend les femmes de 40 à 70 ans. Il faut signer un consentement éclairé. Tout est en ligne, c'est relativement simple. On va essayer d'être très participatif, c'est-à-dire que les données sont transmises par les femmes et les données de suivi sont transmises par les femmes également pour la suite. Donc on ne prend pas de femmes qui ont déjà eu un cancer ou qui sont dans une situation déjà identifiée à très haut risque, parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour elles, en gros. Donc l'objectif primaire, c'est de démontrer la non-infériorité. C'est-à-dire, comme il y a une part de désescalade, il y a des femmes chez lesquelles on va faire moins de dépistage. On veut avant tout montrer que primum non nocere, c'est pas inférieur, cette stratégie n'est pas inférieure à une stratégie standard qui consiste à dépister tout le monde de la même façon. Et une fois qu'on aura montré la non-infériorité, on veut montrer une supériorité. Mais il est clair qu'une telle étude, si elle ne montrait qu'une non-infériorité, n'aurait aucun impact pour le futur. Il faut que ça soit supérieur pour qu'on change, très clairement. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va surveiller plein de choses.
en particulier côté toxicité, sur diagnostic, sur traitement, et surtout l'impact psychologique, etc. Comment on évalue le risque? En fait, on prend des informations classiques, l'âge des règles, le poids, le nombre d'enfants, etc., la densité mammographique et le test salivaire. Chez les femmes qui n'ont pas d'histoire familiale importante, on utilise un score développé aux États-Unis et validé en France dans les populations de dépistage avec les polymorphismes. Et s'il y a une histoire familiale, on utilise un score qui était développé sur des cliniques de risque familial avec les mêmes polymorphismes. Voilà. Et donc on identifie 4 grands niveaux de risque. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bas, moyen, élevé et très élevé. Attention, même un risque très élevé, c'est pas un risque monstrueux. C'est-à-dire, on ne va pas forcément avoir un cancer du sein dans les années qui viennent, ni même à long terme. C'est juste que le risque est suffisamment élevé pour justifier un dépistage plus intensif. Même chose pour les élevés, on n'est pas dans des risques absolument monstrueux non plus. Donc le dépistage va rester standard dans le bras standard, et chez les femmes qui sont dans le dépistage stratifié, en fait, quand on dit vous êtes à faible risque dans les années qui suivent, sachant que le risque est réévalué régulièrement, il n'y a pas de mammographie avant la fin de l'étude. Dans le risque moyen, c'est une mammo tous les 2 ans. Les risques élevés, c'est une mammo annuelle. Et en cas de risque très élevé, on ajoute une IRM tous les ans en plus. Le risque est réévalué. Par exemple, si la femme a sa sœur qui a un cancer du sein, elle le rentre dans la base de données et on a automatiquement la réévaluation du risque. Elle peut changer de catégorie en fonction des événements qui surviennent. Donc c'est quelque chose qui, si ça marche, serait ensuite implémentable dans la vraie vie. On s'est écoulé dans les dépistages organisés de chaque pays pour mettre en place cette étude et on a fait en sorte qu'il y ait un système, une plateforme web qui puisse permettre de communiquer les modifications de risque, etc. Donc on va inclure 20 000 femmes en France, 10 000 en Royaume-Uni, 10 000 en Belgique, 30 000 en Italie et 15 000 en Israël. Et en fait, l'Espagne est en train de rejoindre et inclura 10 000 femmes. Donc il y en aura un peu moins à un autre endroit. Voilà. En France, c'est pas partout. Comme on est dans les structures de dépistage organisées, on ne peut pas être dans tous les départements. Paris participe, je vous rassure tout de suite. Il y a 26 structures de dépistage participantes, ça fait 30 départements, enfin il y a toute l'Île-de-France, tous les Hauts-de-France, et puis un certain nombre d'autres. Et ça repose beaucoup sur les médecins coordinateurs des structures de gestion du dépistage qui sont absolument fantastiques dans cette étude. C'est un travail énorme depuis 3 ans pour arriver à mettre en place cette étude. Merci aussi à la Caisse nationale d'assurance maladie qui finance les examens dans le cadre de cette étude. Et donc en fait, il a fallu obtenir l'accord de toutes les tutelles des dépistages en France. Je ne vous surprendrai pas en disant que notre organisation est environ 10 fois plus compliquée que celle des autres pays. La Direction générale de la santé, l'INCa, l'assurance maladie, Santé publique France et les ARS. Voilà. Les femmes seront informées par des médecins de ville, c'est quelque chose qui se fait en ville, les généralistes, gynéco ou radiologues, qui les inclut, leur propose l'étude. Ça se fait ça prend 1 heure en tout, c'est pas très long. Hein. Et le suivi est fait par les femmes qui renseignent les données, plus les structures de coordination du dépistage qui, de toute façon, rentrent déjà les données. Voilà, merci beaucoup.